Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars depuis presque 25 ans. 25 ans. En fait, si vous voulez tout savoir, on enregistre la veille de l'anniversaire de Star Wars en direct qui est né en 14 janvier. Donc un jour près, le podcast a 24 ans déjà. Mais bon, les auditeurs et les auditrices auront ce podcast un peu après. Donc bon, joyeux anniversaire à Star Wars en direct. Presque un quart de siècle. Et pour fêter ça avec moi, je serai bien sûr pas tout seul, car mon binôme de toujours, mon senpai, mon maître dans l'art du podcast qui est parmi nous, c'est Francis. Francis est parmi nous, Francis est là. Comment vas-tu, Francis? Ah, alors attends, je t'entends pas. Navré, petit problème de micro. Donc, salut Jean, salut à tous, content d'être là pour parler de Star Wars ce soir. Voilà. Donc, bon. Ah oui, d'ailleurs, parler Star Wars, je n'ai même pas présenté le pourquoi on est là, Francis. On va pas que fêter l'anniversaire de Star Wars en direct. On va aussi critiquer, donc, dans un épisode littérature, le tome 8 de la série Star Wars, donc la série principale, on va dire, du comic Star Wars, publié par Panini, est sorti, on en discutera, mais c'est sorti le 21 ou le 22 janvier, en fonction des sources. Ouais, c'est ça. Voilà. Le 21, c'est la date, on va dire, de sortie officielle du site de Panini. Voilà. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelons notre partenaire pour cet épisode, Star Wars Littérature Québec. Est-ce que, voilà, merci d'avoir lancé ce logo, Francis. Donc Star Wars Littérature Québec, toujours super groupe de fans de littérature Star Wars avec de super membres, très agréable. Hein. C'est un groupe Facebook vraiment ultra sympa. Donc on vous invite à les rejoindre. Il y a tout. En ce moment, il y a des sondages. Donc, une fois par semaine, il y a des petits sondages, des petits quiz, en fait, plus que des sondages. Des petits quiz sur l'univers. Souvent, l'univers légende, quand même. Hein. Le groupe est très axé légende, mais on parle aussi de canon. Là, récemment, il y a même un membre du groupe qui a posé la question fatidique: quel est, pour vous, votre meilleur roman Star Wars, Legends ou non, ou canon, pardon. Oui, j'ai trouvé que c'était une question Ouais, tellement difficile à répondre. Ouais. Mais c'est toujours courtois dans les commentaires, il n'y a jamais eu de souci, c'est toujours très sympa, donc abonnez-vous à cette page si ce n'est pas déjà fait. Avant de partir en hyperespace pour cette critique de comics, as-tu un petit WhatsApp, Francis? Très court parce qu'on a fait une émission ensemble il y a 7 jours, on en a fait une autre il y a 4 jours, 5 jours. Bon, On enchaîne. beaucoup de Star Wars, mais écoute, ça va être la grande finale cette semaine, où le temps que l'émission soit passée, l'émission Skeleton Crew va être terminée. Donc, heureusement, à l'improviste, j'ai eu la chance de participer à la dernière émission québécoise avec toi. Donc, c'est ça, comme j'ai pu dire, très satisfait de la série jusqu'à maintenant. Et voilà, écoute, moi, je vais enfin attaquer l'audio-drama, j'allais dire l'audiobook, mais l'audio-drama Tempest Breaker, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Écoute, t'as réussi à pas trop me spoiler, même au niveau avis, critique, là, tout ça. Donc, c'est ça, j'ai hâte de voir. J'avais bien aimé Tempest Runner, qui était celui de la phase 1. J'avais bien aimé aussi celui de la phase 2 là, qui se passait avant, évidemment, mais c'était la bataille de Jeddah. Donc, on a même eu la chance d'avoir du côté de chez Pocket la version script traduit, hein, donc vraiment la version physique, le script de l'audiodrama, que je conseille à tous, hein, parce que c'est très. Ça fait changement, en fait. C'est pas du tout comme lire un roman. Hein, c'est vraiment un script, ça va beaucoup plus vite, entre autres. Donc, voilà. Fait que ça va être Tempest Breaker que je vais attaquer peut-être dès ce soir ou sinon dès demain. Ah, excellent. Donc, prochaine émission très bientôt. On a hâte de parler de cet audiodrama. Personnellement, je pense pas n'avoir présenté les rentrées de la collection jeux vidéo Star Wars depuis un petit moment, en fait. Et là, j'avais trois copies, donc c'est pas mal, quoi. C'est pas souvent que j'ai autant de jeux Star Wars qui rentrent dans la collection. C'est pas des cadeaux de Noël, c'est des cadeaux de Noël faits à moi-même, en fait. Donc, c'est du Black Friday. Mais ça a mis du temps pour arriver parce qu'on a eu quelques problèmes avec la poste canadienne là, ces derniers mois. Oui, pour les Européens, la poste a été en grève. Ça s'est réglé juste avant. Ben, ça s'est réglé en fait. Le gouvernement a voté une loi spéciale, donc c'est façon de dire que ça ne s'est pas réglé. Mais bref, le conflit, la grève a cessé de force juste avant les fêtes. Donc, on a été plusieurs semaines effectivement sans poste. Donc, qu'est-ce que tu as reçu, Jean? Je suis curieux parce que moi aussi, j'en ai eu 2 à Noël, des jeux vidéo Star Wars. Donc, on a peut-être eu les mêmes choses. Ok, après, alors, il n'y a rien de très récent, on va dire. Donc, le premier, c'est celui-là, c'est le Star Wars Survivor, évidemment. Oui. Voilà, donc, le mien, il est plus beau parce que la pochette est verte. voilà. Donc, une
Microsoft, pas équipe Sony. Voilà, type Japon, type américain, mais comme on va être bientôt américain de toute façon. Bref. Donc, Jedi Survivor. Voilà. Donc, j'ai toujours pas de PS5 pour y jouer, donc celui-là, il va attendre. Ouais. OK, ben écoute, là, c'est vraiment le côté collectionneur qui parle à ce moment-là. Ben, disons que les Black Friday Sales, tu les sais, c'est des prix ultra attractifs, donc parfois tu peux pas ne pas résister à l'achat. Comme ça, tu es sûr de l'avoir dans la collection. On ne sait jamais. Bon, des Star Wars, généralement, ça reste toujours très bas en prix. Mais tu as certains jeux qui grimpent ensuite en cote, et donc si tu le rates au bon prix, t'es niqué, quoi. Donc celui-là, déjà, ça, c'est fait. Après, c'est sur Switch, donc je sais que, comment il s'appelle, notre collègue, c'était qui? Tom? Non, c'est pas Tom, c'était Loïc. Loïc qui avait présenté ça une année, l'année dernière, parce que le jeu a déjà 2 ans, fin 2023, est sorti la compilation de tous les jeux Aspyr, ou une grosse partie des jeux Aspyr, des portages des vieux jeux Star Wars. Donc dedans, tu as tout ce que tu veux, tu as du KOTOR 1 et 2, tu as du Battle... comment ça s'appelle? République Commando, pardon. Non, tu n'as pas de Battlefront, malheureusement. Tu as les 2 Jedi Knight, tu as le Racer, et tu as le pouvoir de la Force numéro 1. Donc voilà, tout ça dans une compilation. Malheureusement, tout n'est pas sur la cartouche. Il y en a 2, il y a les 2 KOTOR, je crois, qui sont à télécharger, évidemment. Ouais, c'était assez volumineux. Voilà. Ouais. Mais la collecte est super. Enfin, moi, j'ai déjà tous les jeux en individuel, mais je t'avoue que là, pour la boîte et pour la collecte, encore une fois, ça fait plaisir. Et le dernier, donc ça, j'ai hâte, et je crois que je vais le commencer très très bientôt, parce que j'ai hâte, j'ai enfin reçu le Dark Forces via Limited Run. Voilà, c'est Limited Run qui éditait la version physique. On est dans le collectionneur, là, parce qu'il faut avouer que là, on parle d'un jeu dans la première génération de shooters, un peu, là, dans le style de Wolfenstein 3D là, à l'époque, où disons, assez limité quand même d'un point de vue graphique. Ah oui, complètement. Bon, alors, c'est un remaster, donc c'est Aspyr. Non, c'est Night Dive cette fois. Night Dive qui a fait un remake, remaster. Donc, oui, c'est un vieux jeu des années 90. C'est le premier de la série Jedi Knight, Dark Force numéro 1. Donc, avec Calcatan, tout ça, j'ai hâte. Mais voilà, il faut aimer le rétro gaming et être rétro gamer. Voilà. Et toi? Tu veux pas les présenter maintenant? J'ai pas j'ai pas préparé, mais effectivement, Jedi Survivor, moi, c'est sur Xbox série X. Dans le fond, maintenant, il n'en existe plus Xbox One. Donc, Jedi Survivor et Star Wars Outlaw. Outlaw aussi. Sorti l'été dernier. Donc, écoute, mon plus jeune, pour te dire s'il a beaucoup joué pendant les vacances, il a complètement passé au travers de Jedi Survivor. Et il a commencé Outlaw. Il a l'air top, Outlaw, vraiment. Au travers de ça, il a joué aussi à Hogwarts Legacy, là, le jeu d'Harry Potter. Là, donc, c'était comme un cadeau pour toute la famille à Noël. C'était la Xbox Series X avec 3 jeux. Donc, voilà, c'était 3 jeux. Jusqu'à maintenant, Survivor me pique ma curiosité. C'est quand même, ça a l'air d'une très bonne suite au premier. Je sais qu'il y avait eu des bonnes critiques. Puis Outlaw, quand même, a l'air très bien. Ce que je trouve intéressant, ça a l'air quand même assez, comment dire, diversifié selon les choix que tu fais. Donc, tu sais, la rejouabilité a de l'air d'être là parce que justement, selon les choix que tu vas faire, tu vas vouloir lancer une partie avec différents choix. D'accord, ok. Hâte de l'avoir sur Outlaw aussi, et surtout, dans ceux qui regardent un petit peu les prix, tout ça, il est très très vite descendu, là, Outlaw. Il était à $30 de moins, donc il doit être dans les $50 maintenant. C'est 80 le prix de base, et donc là il était pas très très cher non plus. J'attends qu'il descende encore un petit peu, je t'avoue, mais ouais. Là, si t'as même pas la console pour le jouer, tu peux te permettre d'attendre. Il va pas disparaître. Les gens, ça reste une méga production. Là. Non, mais tu sais, quand t'es collectionneur, t'es boulimique et il te les faut. Ouais. Écoute. Non, mais j'attendrai une baisse de prix pour Outlaw, qui a l'air très très sympa, effectivement. Est-ce que tu nous ferais pas un petit récap sur les dernières émissions récentes? Ouais, dans le fond, écoute, là, le temps que l'émission qu'on enregistre aujourd'hui soit diffusée, on va avoir clos le chapitre de Skeleton Crew. Donc, l'épisode final et bilan final va avoir été fait, je crois que c'est mercredi le 15 janvier que c'est prévu, par l'équipe française cette fois-ci. En direct, pour ceux qui voudraient participer, venez donner vos opinions, tout ça, là, quand on fait des émissions en direct. Pour ce qui est de, sinon, avant ça, c'était notre épisode précédent, là, littérature comics, donc celui sur Mace Windu, écoute, qui était, on peut peut-être spoiler que ça ne sera pas notre meilleur. on va se limiter à ça. Donc voilà, c'est ça. Dernièrement, c'était que des épisodes de Skeleton Crew le mercredi et des littératures le lundi. Donc, fait que si vous aimez les séries et la littérature, vous en avez pour votre argent avec une liste de lecture de Star Wars en direct. Voilà. Et puis,
est-ce que c'est spoilé de dire que notre 1000e épisode arrive bientôt sur Star Wars en direct, le 1000e épisode? Oui, écoute, ça arrive sous peu, sous peu. Je crois que d'ici la fin janvier, ça va être atteint. Donc là, je crois qu'on est à 996. Donc plus le Skeleton Crew, plus celui qu'on enregistre en ce moment, on serait à 998. Donc, effectivement, surveillez ça. J'aime bien le petit décompte que Danny a créé là, sur les réseaux sociaux, où est-ce que c'est un peu le logo de quand la Death Star arrive à sais-tu, c'est... ou quoi? Non, je sais pas. Non, j'allais dire à Endor, mais non, c'est dans le premier épisode J'ai un trou. Moi aussi, j'ai un blanc de mémoire. Là, je vois bien le logo, c'est bien, oui, c'est quand Yavin, voilà. Donc, on voit Yavin là, avec des cercles là, qui apparaissent. Là. Bon, fait que voilà, Danny a fait un petit logo là, sur le 1000e épisode qui approche. Voilà. Là, donc, on vous prépare la surprise de ce que sera le 1000e épisode, mais surveillez les réseaux sociaux, surveillez les applis de podcast et vous verrez bien très bientôt. Exact. Okay. Donc, on attaque notre sujet du jour, Jean? Allez, c'est parti. On part en hyperspace. Let's go! Oh, crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. De retour de l'hyperespace pour enfin parler de ce tome Star Wars, ce tome 8, pardon. Et on va commencer direct par un petit coup de gueule. Donc, lors de nos recherches concernant les specs de cet album-là, on a déjà mentionné dans les émissions passées, mais il faudrait vraiment que Panini pense à entretenir leur site, en tout cas à mieux entretenir leur site, parce que la date de sortie, donc, c'est censé être le 21 janvier sur le site de Panini, mais d'après Star Wars Universe et Amazon, c'est le 22. Ouais, ben déjà sur les dates de sortie, à la limite, effectivement, c'est souvent la journée d'avant sur le site de Panini, dans le sens où, par exemple, si tu précommandes, tu sais, peut-être c'est expédié à l'avance, etc. Ah, ok. Ça, à la limite, bon, c'est une chose. Mais des fois, effectivement, le site, il y a le prix. Voilà, alors niveau prix, voilà, c'est un peu le Mais là, le summum, c'est qu'il n'y a même pas la description de l'album, le contenu de l'album. Et je ne sais pas si c'est à cause de ça ou quoi, mais ça crée même un beau bordel d'un site, d'une librairie à l'autre. On n'a pas le même contenu affiché. Donc, bon. Voilà. Donc, déjà, on s'est fié, on a fait un petit calcul là, selon le nombre de pages. Donc, on s'est fié selon le nombre de pages et ce serait, par exemple, Amazon qui aurait raison. Donc, avec un 6 numéros de comics là, de la série régulière, plus le Free Comic Book Day, qui est quelque chose de beaucoup plus petit quand même, et plus le Révélation, qui est, dans ce cas-ci, je crois que c'est juste 4 pages. Le Révélation, là, on en a parlé plusieurs fois dernièrement, là, mais pour rappel, c'est des petites, soit intros, soit conclusions aux séries actuelles. Voilà, c'est ça. Alors, pour revenir au niveau prix, alors, en fonction des sources, tu as du 16 $, j'allais dire, 16 € sur le site de Panini, ce qui est très surprenant, hein, vu le nombre de pages. Justement. Pour ce nombre de pages-là, je serais surpris. Voilà, alors qu'Amazon affiche un 19,90 et Star Wars Universe affiche en 20,99. Donc voilà, donc on va dire une vingtaine d'euros. C'est ça, environ. Ouais, sûr, mais c'est peut-être sûrement pas 16 chez Panini. Nombre de pages, on va dire 150 pages environ. Donc ça dit 152, effectivement. Nous, on a 148 dans le TPB américain. Donc bon, ouais, donc une 150aine de pages, on va dire. Et tu l'as dit, donc ça regroupe la série régulière Star Wars des numéros 42. Alors, c'est pareil, la Star Wars Universe a dû se planter aussi parce qu'ils notent de 42 à 46. Alors, généralement, ils sont bons, hein, Star Wars Universe, mais là ils ont oublié le 47. Ouais, ben, comme on disait, la source originale, le site de Panini, n'a aucune information. Ouais, et il faut avouer que ça crée même une étrangeté pour la suite, hein, parce que là, ça veut dire que pour la série Star Wars, il ne restera que 3 numéros. Avec cet album-là qui va jusqu'au 47, il va rester 48, 49, 50. Donc, un album rigide chez Panini dans du Star Wars à 3 numéros, je crois qu'il n'y en a jamais eu. Carrément. Non, 3 numéros, ça fait... non. Je ne sais pas s'ils en font avec d'autres séries, là, du Marvel, etc. Là, mais dans le Star Wars, je n'ai jamais vu ça. Donc, c'est assez douteux. Ça va faire cher de la page, ça, c'est sûr. C'est minimum 4. Mais écoute, à la décharge de Panini, et même chose pour le TPB de chez Marvel, ben, l'arc dont on va parler se termine au 47. Donc là, si on faisait un album qui arrêtait au 45 ou au 46, on arrêtait en plein milieu ou juste avant la fin d'un arc.
C'est sûr que c'était un choix. C'était un choix à faire. C'est ça. Donc voilà, donc pour revenir, donc c'est du 42 au 47. Bon, on va se baser sur le TPB-VO, mais on pense que Panini collera le contenu. On a donc, tu as dit, alors 2 arcs narratifs inclus ici. Donc on a le Sith et le Skywalker, avec les numéros 42 et 43 seulement. Donc c'est un petit arc en 2 numéros, mais on le verra, qui fait suite à un ancien arc pré-Dark Droid, en fait. Il conclut en fait l'arc précédent, le crossover Dark Droid, on en parlera bientôt. Et puis il y a le deuxième arc qui est le procès de Lando Calrissian, du 44 au 47. Donc comme tu dis, ce serait très bête de ne pas inclure le 47, qui est le dernier numéro de cet arc-là. Et en plus, donc ce tome présente, tu l'as dit, 2 bonus. Ça, c'est très bien vu. Hein. Si Panini les inclut, c'est vraiment très, très, très cool. Bon, Marvel les avait déjà inclus dans leur tome à eux, mais voilà. Donc la partie, tu disais, révélation entre les 2 arcs, qui est située donc chronologiquement entre les 2 arcs et dans le tome également entre les 2 arcs, donc ça c'est très très bien. Donc pareil, révélation, on ne reviendra pas dessus, tu as expliqué vite fait ce que c'était, donc voilà. Et la partie du Free Comic Book Day 2023, donc ça c'est le fameux comic book qu'on donne gratuitement aux alentours de mai de chaque année. Donc là, qui avait une partie Star Wars, une partie Dark Vador, et donc là, la partie Star Wars se retrouve dans ce tome-là, donc ça c'est encore une fois très très cool. Donc bravo. Je dis bravo Panini, mais bon. Pas bravo Panini pour leur... C'est environ une dizaine de pages. Hein, la partie Star Wars, je n'ai pas vérifié. Là. Ouais, c'est ça, c'est une dizaine de pages. Et comme tu le disais, le révélation un peu plus court. Ouais. Donc au total, ça fait 6 numéros, plus 2 petits bonus, donc un tome riche, a priori. Les auteurs, avant vite fait de passer en partie spoiler, c'est Charles Soule. Donc lui, on le connaît maintenant, un des plus grands et prolifiques auteurs du canon Star Wars. Donc il avait commencé, c'est marrant, avec la mini-série Lando, justement. C'est rigolo qu'ils reviennent sur ce personnage. Là dans cet arc-là. Il a fait Obi-Wan et Anakin, il avait fait Poe Dameron, hein, son premier pas. Ouais, il en a fait beaucoup, là. C'était pour tout nommer, genre. Ouais, non, mais là je voulais noter les plus marquantes, quoi. Le Dark Vador, Seigneur Noir des Sith. Bon, ça c'était surtout en comics. Après, voilà, il a fait peu de romans, mais il en a fait un quand même. Bon, il a fait une petite nouvelle auparavant, mais il a fait l'excellent roman, voilà, La Lumière des Jedi, donc le premier roman de la Haute République. Et c'est lui qui conclura la Haute République, qui se conclut donc en juin 2025, en VO en tout cas, avec Trails of the Jedi, donc son prochain roman à apparaître. Donc. Et par contre, moi j'aime bien le rappeler, hein, Charles Soule, on l'aime beaucoup, hein, mais il a quand même ses casseroles, parce que c'est lui qui a fait quand même les fameux crossovers à rallonge, donc Bounty Hunters, Crimson Reign, Hidden Empire et Dark Droid. Donc, sur 4, il y en a quand même 2 qu'on a bien aimés, hein, si je me rappelle bien, toi aussi, je pense. Et les 2 du milieu. C'est pas lui qui a fait 100%, là. Ouais, disons que c'est lui qui a fait les séries, tirées de ça, et puis qui a mené le. Ouais, les espèces de numéros uniques, là, qui n'étaient pas des numéros des 4 séries de crossover. C'est aussi lui qui faisait la série Star Wars en ce moment depuis un bout de temps. C'est vrai. Donc, certains ont moins aimé le Star Wars 2020. Là. La partie donc entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Donc, voilà. Ouais, tu fais bien de le rappeler, c'est lui qui est là depuis le numéro 1, et on le verra pour le tome 9, hein, le prochain tome qu'on critiquera sur cette série-là. Du numéro 1 au numéro 50, hein, ça sera lui qui aura fait tous les numéros, donc chapeau à lui. Et par contre, alors c'est rigolo, mais après ça, et après son roman, après le tome 9 du coup, la série Star Wars en comics et le roman, il n'y a pas de nouvelles du tout d'éventuel Charles Soule sur Star Wars. Alors est-ce qu'il quitterait Star Wars? Il a beaucoup de trucs en dehors de Star Wars, il fait énormément de trucs chez Marvel, donc ce serait pas étonnant. Ouais, puis en fait, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'informations, quoi que ce soit, d'autres que la Haute République. Là. Donc, sur le après Haute République, je veux dire, ça nous mène à l'été, là, donc on n'a aucune info sur des livres à sortir à l'automne. Tu sais, il y a la nouvelle série, plus impériale, là, que c'est Alexander Freed qui lance le premier. Là, je pense que c'est une trilogie, là, c'est supposé être une trilogie, sur les débuts de l'Empire, la mise en place de l'Empire. Ça s'annonce un peu plus politique, mais bref, je pense que c'est la seule chose en dehors de la Haute République puis de The Acolyte, là aussi, là, qu'on sait qu'il y a 2 romans pendant un au printemps, un cet été, je crois que c'est en juillet. Mais au-delà de ça, on n'a pas vraiment d'horizon. Fait que je serais surpris qu'ils ne fassent plus de Star Wars. Après, qu'ils prennent ça, qu'ils prennent peut-être une petite pause. Petite pause, peut-être. Pas s'en surprendre non plus. Ouais, parce que la série Star Wars, ça fait quoi? 4 ans? Ça fait 4-5 ans même.
Non, peut-être Ouais, 4 ans. puis c'est comme tu dis, là, c'est non seulement la série Star Wars, c'est les fameux crossovers entre. Tu sais, même par exemple, ici, là, c'est lui qui a fait le Free Comic Book Day, c'est lui qui a fait le petit numéro de révélation. Oui, oui, c'est vrai qu'on n'a pas tout nommé, mais il a fait Effectivement. plein de mini-séries. Il a fait le Kylo Ren, il a fait de la Haute République, The Blade, c'était lui. Enfin, il y a plein de trucs, quoi. Donc, ouais, il a pas arrêté, le Charles Soule. Voilà, voilà. Et c'est vrai qu'en général, on l'aime bien. Il a quand même fait de la qualité, hormis ses crossovers un petit peu voilà, douteux. Ouais. On verra sur Star Wars. On avait bien aimé hein, les séries Star Wars, les 7 premiers tomes, quoi. En général, quoi. C'était relativement bien, quoi. Tout à fait. Sinon, au dessin, écoute, Ouais, on peut niveau tout de suite dessinateur. avertir que c'est un peu le bordel, dans le sens où un bordel structuré, mais n'empêche que, surtout si on inclut le Free Comic Book Day et le Révélation, là, on a toute une collection de dessinateurs. Voilà, voilà. En tout, c'est pas un, ni deux, ni trois. Là, ça va être 5 dessinateurs sur ce tome. Alors, Ouais. effectivement, il y en a un pour le Free Comic Book Day et le 1 pour le Révélation. Et donc, 3 qui se partagent donc la série régulière. D'ailleurs, je vous conseille, je ne sais pas s'il y a moyen de la mettre là, la page de crédit du comic. On la voit pas parce qu'elle est c'est une double page en fait. Attends, je vais te mettre l'autre côté. Où, enfin, voilà, c'est encore écrit en petit, mais il y en a de partout. Il y en a de partout, c'est le bordel, que ce soit comment ça s'appelle ça, les artistes, donc les dessinateurs, les encreurs aussi, il y en a énormément. Ouais. Puis il y a On peut plusieurs. souligner qu'on a toujours Rachel Rosenberg dans tous les numéros, aux couleurs. Ouais, elle, c'est la seule qui est là, partout, tout le temps. C'est la seule coloriste. Mais comme je disais, c'est un bordel structuré dans la mesure où, essentiellement, cet album-là, c'est 2 arcs. Et c'est un dessinateur pour le premier arc, sur le 2 numéros. Sur le deuxième, bon, il fait équipe avec un deuxième dessinateur, mais tu sais, l'original est encore là. Et pour l'autre arc, c'est un autre dessinateur qui fait les 3 numéros. Voilà. Donc, bon, c'est un changement de dessinateur, mais quand c'est à coup d'arc, bon, moi, c'est quelque chose qui me dérange quand même moins. Et bon, on le verra peut-être rendu là tout à l'heure, mais c'est des styles quand même que je trouve qui vont très bien ensemble. Là. On n'a pas des énormes changements. Là. Complètement. Alors, vite fait pour les nommer, donc il y a Stephen Cummings qui fait les 2 premiers, 42-43, donc l'arc avec le site, là. C'est lui qui accompagne Stephen Cummings, George Gentil, hein, et son dessin dégueulasse sur les Mandaloriens saison 2 et autres Ahsoka, là. Ah ouais? Ça paraît pas ici. Voilà, c'est pas le pire des deux, hein, c'est entre, voilà, quand ils alternent, tu vois un petit peu qui est le bon, qui est le mauvais. Good Cop, Bad Cop, version dessinateur, là. Mais non, là, ici, ça va. Donc, il avait déjà fait du Hidden Empire avec justement Charles Soule, justement. Il fait pas mal de couvertures variantes, tout ça. Et sur Star Wars, il a fait que ces 2 numéros-là. Après, on a Jetro Morales, donc pour le numéro 43, donc en duo, tu disais, avec Stephen Cummings. Et lui, alors c'est marrant, on l'a en intermittence en ce moment pour la mini-série Battle of Jakku. Sur des numéros pas très moches, en plus j'aime beaucoup bien Jetro, je trouve que c'est un bon dessinateur quand même. Alors c'est lui qui conclura, mais pas totalement, la série dans le tome 9, hein, la série Star Wars, donc avec le numéro 48-49. Il a aussi conclu la série Bounty Hunters avec juste le numéro 42, le tout dernier numéro de Bounty Hunters. Il a aussi conclu 2 numéros, c'est marrant, il est tout le temps sur les conclusions, tu vois. Là il est sur la conclusion de Star Wars, il a conclu Bounty Hunters, il a conclu Afra. C'est un releveur au baseball. Là. Quoi que je te dise ça, Jean, vu ton accent, je ne suis pas sûr que tu as beaucoup de notions de baseball. Là. Et pourtant, tu serais surpris. Je comprends. Je suis pris devant mon préjugé sur la connaissance du baseball des Français. Je suis pas, je suis pas fan, le lanceur de relève, hein, c'est celui qui prend le relais à la fin de la partie. Voilà. Je connais un petit peu les règles, quoi, vite fait. Mais bref, pour parler de baseball, si tu veux, on pourra faire une émission. Le sport dans Star Wars, c'est intéressant. Il avait fait aussi, donc j'ai 3 numéros, donc l'Empire qui s'appelait The Empire dans le recueil consacré aux 40 ans du Retour du Jedi. Et voilà, de la Haute République avec notamment Charles Soule sur The Blade et Les Hommes du Flambeau. Donc on avait beaucoup aimé cet homme-là. Ensuite, on a le 3e dessinateur donc, qui fait la 2e partie du tome, donc le 2e arc, les 4 derniers numéros. Le procès de Lando, qui s'appelle Madibek Musabekov. Et ça devrait te dire quelque chose parce qu'on l'a déjà vu sur notamment la très bonne série Obi-Wan, la série pas tirée de la série non, live. C'est ça. Là aussi, histoire de bien confondre. Hein, il y avait eu une mini-série Marvel Obi-Wan. Je pense que ça s'appelait juste Obi-Wan, hein, c'est ça. Et l'autre, la série télé, c'est Obi-Wan Kenobi. Voilà. Donc là, on parle vraiment de la série Obi-Wan avec des histoires inédites et il était très très bon dedans, Musabekov. Et là, c'est lui qui sera sur la prochaine série ongoing là, qui est prévue pour mars, qui s'appelle Jedi Knight, qui se passera un petit peu avant l'épisode 1. Donc on a hâte de voir ça. Ouais. Ensuite, vite fait, tu as Andrea Di Vito qui fait le Révélation. Lui, on l'a vu justement récemment dans Throne Alliances, c'est lui qui faisait le dessin de Throne Alliance.
Et, il a fait juste un numéro de la série Star Wars, dans les 50 numéros, il y a un numéro de Divito seulement, voilà, en mode remplacement. Et Ibrahim Robertson, qui fait donc le FCBD 2023, donc lui, il avait fait 2 numéros de Dark Vador, le one-shot Jabba the Hutt, et pareil, des Hommes du Flambeau, la série Yoda, on l'avait beaucoup aimé sur Yoda d'ailleurs. Et voilà, donc pas grand-chose beaucoup pour Ibrahim Robertson, mais à chaque fois qu'il est là, il nous impressionne. Ouais, c'est ça. Écoute, je veux pas. On va spoiler très très rapidement notre avis sur les graphiques là, qu'on donnera en fin d'émission, mais c'est quand même de la qualité. C'est l'opposé de nos émissions récentes, là, par exemple sur Mace Windu. Oui, ben, ça va changer entre des notes un peu critiques sur le Throne, alors pas pour les dessins, mais pour autre chose, et ainsi que Mace Windu. Là, ça va changer, j'espère. On verra. En tout cas, on passe en partie spoiler, et puis on va faire un petit résumé spoiler, et puis on va. Ben, écoute, avant de spoiler, Jean, en une phrase, ton avis général? Pardon, c'est vrai que j'ai oublié la fameuse phrase mot. Ben écoute, moi, le tome précédent, c'était Dark Droid, donc bon, c'était sympa sans plus. Là, je suis très très content de retrouver des arcs un petit peu plus indépendants. J'aime beaucoup tout ce qui est la quête de la force de Luke entre les épisodes 5 et 6, donc très content d'avoir un petit peu de ça. Et le procès de Lando en numéro par numéro, genre ça, il y a un an peut-être, quand il sortait un par un, j'avoue que ça me saoulait un petit peu, cet arc-là, mais là, en le relisant tout d'un coup, d'un seul, c'est beaucoup plus digeste. Donc au final, très très bon tome, franchement. Ouais, tout à fait d'accord. Moi, je trouve, écoute, on verra. C'est quasiment malheureux que ça soit pas le final de la série parce que je trouve que c'est quand même un très bon numéro. On va en parler plus en détail incessamment, mais effectivement, c'est une reprise aussi un peu conclusion de certaines intrigues. C'est ça le procès de Lando, c'est à cause de choses qu'on a vu Lando faire précédemment. Comme tu dis, la partie de recherche là, de Luke par rapport à son sabre jaune. On le sait que dans Retour du Jedi, son sabre va être vert. Donc voilà. Fait que non, c'est ça. Puis même les fameux extras sont pas hors propos, sont très bien à leur place, bien insérés. Écoute, non, ouais, vraiment, là, j'aimerais dire que ça conclut bien la série, mais bon, il va rester 3 numéros après, là. Ouais. Un peu, justement, ceux-là vont être un petit peu hors propos. Oui, et puis, on a déjà eu des tomes à 10 numéros, genre Yoda. Pourquoi ils n'ont pas inclus ces 3-là, là? C'est bizarre. Et c'est ça. Mystère mystérieux, il va falloir demander à Scooby-Doo, je sais pas. Effectivement, moi, j'aurais fait un gros album comme Yoda, là, à 10 numéros. Ouais. Je ne comprends pas ce choix-là, mais comme tu disais, c'est la même chose du côté de Marvel pour ce qui est de la version originale anglaise. Donc, voilà. Aucune idée. Ok, ben en tout cas, c'est parti, zone spoiler. Voilà. Donc, on commence par quoi? Un petit résumé peut-être nous dire ça se concluait comment, ce tome précédent-là. Hein? On voit un petit peu à l'écran l'album précédent, numéro 7. Comme tu disais, c'était la conclusion de Dark Droid. Et la toute dernière page, ben écoute, c'était Leia qui venait procéder à l'arrestation de Lando. Donc, écoute, mais on commence pas tout de suite avec ça. On fait comme revenir un petit peu en arrière. Là. Luke retourne voir des gens qu'il avait déjà vus. Je saurais pu dire, par contre, dans quel album, là, parce que là, ça vient mêlant. Alors, si tu veux, est-ce plusieurs numéros auparavant. Ouais, mais je crois que c'était tome 6, hein, le tome juste avant Dark Droid, en fait. Ouais. Et est-ce que tu veux qu'on fasse genre un petit résumé du premier arc, et puis on dit ce qu'on en pense? Ouais, et puis on dit arc par arc. Arc par arc, ok, d'accord. Bon, on fait ça. Donc, donc là, on sort donc après quoi? 3 ans de crossover, hein, avec le Dark Droid le dernier, hein, peut-être 3 ans? Ouais, c'était bientôt 3 ou 4 ans, c'était long. On revient donc, je le disais, à des numéros plus individuels, donc avec cet arc-là qui s'appelle donc le Sith et le Skywalker. Ça me fait penser à une fable de Jean de La Fontaine. Le Sith et le Skywalker. Ouais. Et donc, alors je crois que c'est le tome 6, hein, je t'avoue que j'ai pas vérifié, mais vu que le 7 c'était du Dark Droid exclusivement. Donc Luke, on voyait Luke, il y a quelques tomes, on va dire, quelques arcs, essayer de s'auto-former dans les arts Jedi, hein. Il visitait de planète en planète des temples Jedi à la recherche d'artefacts ou d'écrits qui pourraient lui permettre de faire de nouveaux faces et de battre cette fois un Dark Vador. Donc on se rappelle, Luke avait rencontré Greta. Greta, c'est une jolie fille aux cheveux verts, ainsi que Quata, Dr Quata, un spécialiste des Kyber Crystal,
Et grâce à eux, Luke était rentré dans un cristal rouge pour tenter de le soigner, genre dans une sorte de vision, dans une espèce de méditation / vision, où il avait rencontré comme une entité Sith au sein même du cristal. C'était assez deep quand même comme histoire. Il avait récupéré aussi un cristal vert, donc le fameux pour son sabre vert qu'on voit dans le film. Il avait aussi gardé le rouge. Du coup, il était reparti de la planète pour vivre les aventures de Dark Droid. Donc voilà. Donc, il avait un petit peu laissé en plan cette histoire-là. On avait déjà dit même que, je pense qu'ils avaient inclus ils ont forcé pour mettre ce crossover en plein milieu de l'arc, parce qu'on voit vraiment que l'arc est coupé en deux. Ah ouais, c'est exactement ça. Bref, en début de tome, on voit donc Luke retourner voir Greta pour lui demander plus d'infos sur ce fameux cristal rouge, et notamment pour le ramener du côté lumineux de la Force. Voilà. Luke prévoit de faire la même chose pour un certain Sith Lord, donc il veut s'entraîner sur le cristal, donc il veut tenter de le ramener du côté clair de la Force. Greta et sa tante, maintenant elle est en compagnie de sa tante, vont l'aider donc à repénétrer dans le cristal pour de nouveau interagir avec ce fameux Sith. Le Sith qui va donc le capturer à l'intérieur du cristal / vision, l'emprisonner, le torturer même pour qu'il souffre pour toujours, parce que c'est un Sith, c'est un gros méchant. Luke lui est persuadé qu'il peut ramener ce Sith du côté lumineux de la Force, donc il va explorer le passé de ce Sith-là, revivre toute sa vie en vision, un peu en vision dans la vision en fait. Il va voir que ce Sith-là a souffert toute son enfance, depuis sa naissance. Luke va tenter donc de guérir cette souffrance. Petit duel comme au lightsaber, où Luke va sortir de son légendaire sabre vert dans la vision. Alors on est toujours dans la vision, il va se battre contre ce Sith avec son sabre vert. Puis la vision va ramener son père, donc Dark Vador, dans l'équation. Là encore, petit duel avec Dark Vador, dans une vision du Bespin toujours, mais où ils refont le final de l'épisode 5 en fait en version vision, on va dire quoi. Et donc Luke va essayer de commencer à ramener Vador du côté clair dans ces visions-là, on va dire. Et au final, voilà, Luke va réussir à guérir le cristal rouge, le rendant de nouveau donc incolore. Je crois que c'est ça, oui, il n'a pas de couleur, il n'est pas bleu. Ouais, il est blanc. Il est blanc. Et voilà, et donc va laisser ce cristal-là à Greta et à sa tante, et va sortir son fameux cristal vert, voilà, qu'il utilisera pour son sabre de l'épisode 6. Donc, voilà. Oui, pour rappel qu'on voit le montage de ce sabre-là dans une scène supprimée du Retour du Jedi. Donc, ceux qui n'auraient jamais vu cette scène-là, c'est disponible sur YouTube. C'est quelques secondes, je me demande, ça doit peut-être 1 minute 30 maximum. C'est ça, on voit Luke assembler son sabre vert au tout début, si on peut dire. Ça aurait dû être au tout début du Retour du Jedi. Ouais, et tu m'avais dit, moi j'étais complètement passé à côté de cette scène, tu m'en avais parlé lors de la mission précédente, où il y a 2 tomes justement, quand ça commençait de parler de cristaux verts, et effectivement sur YouTube, et c'est trop bien, cette scène, elle est géniale. Ah, c'est décevant que ça soit pas dans le film. C'est dommage. Excellent, Jean. Écoute, c'est quand même expéditif comme petit retour à cette histoire-là, côté scénario. Là. On revient en arrière, on retrouve les 2 mêmes personnages. Luke reprend son espèce de méditation, c'est ça qui va lui faire affronter, même emprisonné par le Sith, dont j'ai encore une fois oublié le nom. Il n'y a pas de nom, c'est ça le problème. Il faudrait on en parle. C'est un Sith. Mais voilà, ça va être mission accomplie, puis après, on va passer à autre chose. Donc, c'est un peu vraiment pour venir fermer une porte qu'on avait ouverte précédemment. Et qu'as-tu pensé du retour de Greta? Parce que moi, je suis un gros fan de Greta. Je t'avoue que je ship la relation Luke-Greta. Moi, je veux qu'ils finissent ensemble. Rien de spécial. J'ai trouvé que dans ce cas-ci, elle était strictement inutile. Elle aurait pu être absente, dans le sens que ça aurait pu être que la vieille dame. Là. C'est un peu elle qui est la spécialiste qui permet à Luke de rentrer dans une espèce de transe. On aurait raté tous ces petits dialogues savoureux. Moi, j'ai beaucoup aimé le scénario de ce diptyque-là, parce qu'il y a toujours des petits dialogues en mode la tante, c'est bien. Ah, pardon, vas-y. Non, c'est du tac au tac, puis c'est des petites piques quand même. Là, ouais, voilà. Moi, j'aime bien. Entre autres sur l'aspect naïf, là, mais je le dis pas que négativement, là, mais c'est ça, Luke qui croit il peut ramener ce cristal-là et même à la limite le Sith du côté clair de la Force. C'est du Luke tout craché. Voilà. Et puis j'aime beaucoup le côté naïf. Alors le côté, la tante le sent. Tu sens que Luke plaît à Greta. Moi, je vais parler de romance. Je vais parler de... mais et la tante lui dit bien, non mais te fais pas trop d'idées. Lui, il a qu'une idée, c'est en ce moment il est dans sa quête de la Force, donc il a pas du tout l'esprit à romantique, machin. Donc ça, j'ai beaucoup aimé des petites allusions. Et puis la Greta qui
qui n'ose pas avouer que, bah oui, effectivement, elle ressent quelque chose et tout. Et puis, non, mais tu parles de quoi, la tata, là? Non, mais tu vas te la fermer. Donc voilà, j'ai bien aimé ces petits moments de gênance classiques de comédie romantique qu'on voit à la télé. Donc, voilà, ça m'a fait plaisir. C'est un personnage que j'aimais beaucoup, Greta, qui était très très bien dessiné par. C'était Musa Bekov, justement, qui est sur cet arc-là. Et là, j'étais content de voir que ça va, il n'a pas trop massacré Cummings. Ouais, Stephen Cummings. Voilà. Par contre, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est dommage moi que Fez, pardon, c'est la tante qui s'appelle ça. Fiz, elle remplace en quelque sorte le docteur Quata. C'est un personnage, le docteur Quata, donc le spécialiste des Kyber Crystals, qui était très très cool parce qu'il était complètement barré niveau look, ou pareil, il avait des cristaux de partout. Il parlait à ces cristaux, si je me rappelle bien. Il était vraiment taré, mais quand même d'une grande aide pour Luke. Là, il y a juste une référence. Pardon? Là, il y a juste une référence, il est cité, on va dire. Là, voilà. Mais c'est complètement con. Moi, j'aurais préféré que Greta soit toujours sur la même planète, sur Christophe 6, je crois que c'était, avec Dr. Quata, et puis qu'ils continuent leurs aventures ensemble, parce que, bon, la tante, elle est sympathique, mais bon, c'est le même rôle que Dr. Quata, en moins foufou, donc bon, c'est un petit détail. J'ai bien aimé le fait que tu as vu la première rencontre entre Greta et Luke. Donc, Greta lui tire dessus parce que elle était surprise, et bon... quand tu es surprise, apparemment, tu tires sur les gens. Bref. Mais Luke arrête le blaster à la main. Donc, c'est commun pour un Jedi, mais pour Luke, c'est la première fois. Si tu as remarqué. Ouais, ben un peu à la Darth Vader, justement, dans l'Empire contre-attaque. Tu sais, quand Han Solo sur Bespin. Donc, quand ils sont surpris là, que Darth Vader les attend au bout de la table. Fait que c'est exactement de la même façon. Mais effectivement, visuellement, je veux dire, soit animé ou... au grand écran, on ne voyait pas Luke faire ça. Donc, et non. Ouais. Et c'est marrant parce que. Technique qu'il a appris. Voilà, et c'est marrant parce qu'il le mentionne juste après, là, dans le dialogue. J'ai jamais réussi à faire ça et tout, c'est la première fois que je fais ça, machin. Et pour moi, quand il fait, tu vois, quand tu vois la case où il arrête le blaster, tu te dis, mais c'est tellement logique, on a tellement vu de Jedi faire ça. Moi, ça me paraissait naturel et je savais pas que c'était vraiment la première fois que, non, effectivement, il l'a jamais fait avant. Et est-ce qu'il le fera dans le Retour du Jedi? Ça, je suis même plus sûr. Non, je n'ai pas souvenir. Non, hein, voilà. Donc, ça, c'était intéressant. Alors, je trouve ça quand même un peu dommage que le sabre vert apparaisse pour la première fois dans une vision. C'est un peu con, j'aurais préféré qu'il sorte à oui et non. Je ne sais pas si tu as fait attention. Je ne sais pas si tu as l'image à l'écran là, proche, mais ce n'est pas son sabre. C'est le sabre d'Anakin, mais avec une lame verte. Donc, le manche du sabre, c'est celui qui a perdu sur Bespin dans l'Empire contre-attaque. Donc, celui d'Anakin Skywalker précédemment. Ce n'est pas le sabre qui va se fabriquer lui-même là, par après. Ce n'est pas le design du Retour du Jedi. Ah, mais c'est cool d'avoir un spécialiste comme toi des sabres laser, parce que je t'avoue que j'avais pas... je ne suis pas non plus spécialiste, là, mais bon. Tu sais que j'y connais absolument rien, tu vois. Donc, j'avais même pas fait gaffe que c'était le manche de celui d'Anakin. Ouais, non, celui de Luke dans le Retour du Jedi n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment un design très, très facilement distinguable de celui-là. Oui, mais puis c'est logique vu qu'il n'a pas encore construit. Mais et pareil, un petit détail, mais vraiment la con qui m'a un peu déplu à la fin, c'est la toute dernière la toute dernière page donc de cet arc-là, c'est une splash page où tu vois juste Luke ouvrir sa main avec son cristal. Et j'aurais aimé justement qu'on voit cette scène coupée du Retour du Jedi, de voir trifouiller son nouveau sable laser et l'allumer et finir l'arc, la quête de la Force de Luke par l'allumage du sabre. Ça aurait été plus iconique, je trouve, que juste ouvrir la main et voir le cristaux vert. On savait déjà qu'il avait en plus, donc. Bon, c'était un peu dommage, quoi. Voilà. Ouais, c'est pas faux. Voilà. Donc là, j'affiche pour ceux qui ont l'écran, hop, la dernière image de Luke pour cet arc-là, voilà, avec les deux nanas derrière. Écoute, un peu moins marquant que ce que j'espérais, mais bon, ça reste quand même un très bon arc. Et puis voilà, moi, un autre point, c'est c'est quand même dommage, quand même, que le site du cristal là qu'on voit là, qui ressemble un petit peu à une espèce de look un petit peu à la Castlevania, Dracula, mais en mode Castlevania, quoi. Dracula et Mon, on va dire. Et c'est dommage qu'il n'ait pas de nom, ce site. Tu vois, moi, c'est pourquoi les sans nom, tu te rappelles dans le roman Mace Windu, tu avais les Death Dwellers qui sont juste une traduction de ce qu'ils sont, quoi. Pourquoi ils mettent plus de nom, je trouve. Tu sais, dans les Seigneurs des Anneaux, la série, là, la saison 2, pareil, tu as des espèces de créatures, c'est des sans noms presque. Ça me saoule. Tu mets un nom, un site, tu peux en inventer facilement, tu mets un nom random, et puis voilà, quoi. Là, non, c'est le site du cristal, il n'a pas de nom, donc c'est dommage. Je sais pas si ça t'a trop chafouiné, je pense pas non plus. Coup de gueule de gens. Non, moi, vu qu'on parle de ce personnage-là et de cet arc-là, je mentionnerais le choix de cette couverture-là comme couverture du TPB et de l'album Rigide Panini.
Je trouve ça quand même dommage parce que c'est quand même une toute petite. En tout cas, c'est 2 numéros sur 6 et même sur 7, on va dire, là, Ouais. dans cet album-là. Encore une fois, c'est Luke avec son sabre jaune qui charge. Tu sais, je veux dire, C'est vrai, ça reste redondant. c'est ce qu'on a sur tous les numéros, écoute, de la série Star Wars et même d'autres. Là, comme on a déjà eu ce débat-là. Là, mais, C'est vrai, c'est vrai. fait que, tu sais, le reste, c'est plus sur Lando. Par contre, les autres couvertures ne montrent pas très, très spécifiquement Lando, mais je veux dire, il y en avait d'autres bien là, quand même dans les numéros de l'arc sur Lando. Ouais, c'est vrai. Mais bon, écoute, quoi qu'il en soit, il y avait la 47 aussi, effectivement, où Lando joue au sabac, là, avec les cartes et ses amis. Ouais, ça aurait été Donc, sympa, ça. Elle est pas mal, ça aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord. Ouais, c'est on vrai va que, sûrement aller avec ce qui était le plus vendeur, j'imagine, là, mais bon, voilà. Et pour finir avec Stark là, alors pour tous qui aiment, enfin tous les fans qui aiment le plan mystique de Star Wars, hein, le Kyber Crystal, la Force, tout ça, c'est un très bon petit arc hein, qui traite de ce sujet-là. Beaucoup de visions, quasiment tout le diptyque se passe dans les visions. On a même, donc on a Dark Vador en vision, on a même un Anakin en vision. Alors est-ce que je l'ai pas là? Est-ce que c'est celui-là? Voilà. Ça j'ai beaucoup aimé Ouais, une d'avoir silhouette. voilà la silhouette d'Anakin en version Hayden hein, en fait. Mhm. Et ça m'a beaucoup fait penser, moi, au super roman qui s'appelait, j'ai un trou, Shadow of the Sith, en anglais. Les ombres des Sith, je pense. Tu sais, L'ombre des Sith, ouais, je pense. l'ombre des Sith, voilà. Donc, ouais, post-épisode 7, là, avec l'enfance de Rey. Et donc, bon, je spoil un petit peu le bouquin, mais c'est là qu'on voyait Luke. Ouais, c'est ça, une aventure de Luke et Lando. Ouais. Voilà, Luke et Lando, mais Luke qui a une interaction avec le fantôme de la force de son père, Mhm. version Hayden et version Sébastien Chan aussi, Sébastien Stan, j'ai plus son nom. Sébastien Shaw, pardon, le premier acteur de. Enfin, c'était génial. Et mon image, c'était un peu ça, tu vois. C'est ce Luke avec cette silhouette en face, bon, en mode Ghost Mhm. Force évidemment. J'ai beaucoup aimé voir, apercevoir Hayden comme ça en silhouette, ça faisait plaisir. Donc non, un très bon petit arc. Au niveau dessin, bon, on l'a dit, hein, c'est de qualité. Cummings, il fait du bon boulot quand même, plus que sur Mando, on va dire. Oh, ouais, définitivement. Là, ça ne sera pas mon préféré, mais on le voit à l'écran en ce moment. C'est beau, c'est travaillé, il y a du détail. Je ne veux pas qu'on prenne trop de temps non plus, qu'on est déjà à 40 Pardon, quelques minutes. c'est vrai. Mais ouais, tout à fait, là, ce ne sera pas le meilleur non plus de cet album-là, mais c'est quand même très réussi. Fait que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, côté dessin, vous allez voir, moi, j'ai aucune pierre à jeter à aucun. Là. Ok. Allez, on enchaîne sur le Révélation et donc le second arc, parce que on l'a dit, Révélation, c'est l'intro du second arc du procès de Lando. Donc, tac. En fait, le Révélation, c'est l'introduction du personnage de l'avocate qui défendra Lando durant le procès. Mhm. Donc, la Révélation, on voit donc, elle s'appelle Sally Giorgio, donc Sally, qui défend Dengar, le bounty hunter, devant une cour impériale. Et donc là, il y a c'est 4-5 pages un peu rigolotes où elle plaide le Jedi Mind Trick hein, parce que Dengar a foutu le bordel en fait sur une planète et il se fait juger par l'Empire. Et puis donc elle défend elle plaide le Jedi Mind Trick en disant qu'il n'était pas en contrôle de lui-même. L'Empire, évidemment, ne croit pas du tout à cette hypothèse-là. Donc, au final, il est condamné, mais il est condamné à du travaux d'intérêt général, en gros, à une grosse amende. Donc, voilà, Dengar n'est pas mort, hein, vous inquiétez pas, il n'est pas condamné à mort par l'Empire. Et voilà, le one-shot se termine en fait avec Lando qui appelle justement cette fameuse Sally pour l'aider à défendre son propre cas. Et donc là, ce second arc, donc Lando, qui est prisonnier de l'Alliance Rebelle, hein, tu l'as dit, donc la fin du tome précédent, c'était ça, il était condamné pour trahison. Mais comme c'est aussi un atout important dans la rébellion, on a Leia, Mon Mothma, l'amiral Akbar et le général Madin, Krix Madin, qui décident donc de le juger. Donc en fait, on le rappelle vite fait, Lando a vendu des infos concernant l'Alliance rebelle à Jabba pour sauver son ami Lobot, en fait. Donc Lando appelle Sally, Sally arrive à la base rebelle, et voilà, bam, le procès commence relativement vite, on va dire. Ça commence avec le témoignage du fameux droïde que Lando avait vendu à Jabba, l'espèce de droïde un petit peu carré, là, que Lando et Lobo avaient aussi récupéré en infiltrant eux-mêmes le palais de Jabba, dans le but de soigner Lobot, hein, qui était sur le point de mourir. Et donc, droïdes qui contiennent des messages cryptés de l'Alliance, donc voilà, très important pour l'Alliance, et voilà, Lando l'avait vendu, donc traître, trahison. Sally, donc l'avocate, va sortir, comme elle avait fait avec Dengar, le coup d'un possible Jedi Mind Trick. En fait, le plan de Sally, c'est de gagner du temps. En fait. Et elle sera entendue parce qu'au moment en plein milieu du procès, Mon Mothma n'est pas présente physiquement, hein, c'est son hologramme qui est là, qui fait partie du procès. Et Mon Mothma va se faire enlever. Donc tout le monde dans le procès va voir l'enlèvement, le kidnapping de Mon Mothma en direct. Et bam, l'hologramme qui disparaît. Donc branle-bas de combat. On a d'un côté, comment il s'appelle
Akbar qui va lancer, donc ça s'appelle le plan tactique 18. En fait, c'est sympa, ça, j'ai bien aimé comme principe. C'est tous les vaisseaux rebelles vont devoir se dispatcher, vont tous se séparer au fin fond de la galaxie pour s'échapper, pour essayer de passer inaperçu, quoi. Donc, parce qu'ils ont peur évidemment que le kidnapping de Mon Mothma, Mon Mothma est détentrice de nombreuses révélations et d'informations, surtout sur l'Alliance rebelle, et donc Mon Mothma aux mains de l'Empire serait terrible, quoi. Donc voilà, donc on dispatche la team de Kess Damron à la rescousse de Mon Mothma, mais entre-temps, le procès va continuer, le procès de Lando. Donc on va avoir Leia qui va passer à la barre pour témoigner. On a ainsi aussi Lobot, si je me rappelle bien, qui va passer à la barre pour témoigner. Et avant que ça soit Lando lui-même qui va plaider sa propre défense, il va entre deux... comment tu appelles ça quand tu sais, as les témoins qui... Voilà, entre deux comparutions, il va demander à Chewbacca de l'aider à retrouver les kidnappeurs de la sénatrice, parce que lors du kidnapping, il a remarqué que la voix était familière. Et donc apparemment, c'est un groupe de mercenaires qui s'appelle j'ai plus le nom, un groupe de mercenaires particulier qui est complètement inédit à ce tome-là, hein, donc on l'a jamais entendu parler d'avant. J'ai plus le nom là, c'est un nom d'insecte, Scarabie, voilà, c'est des scarabis, c'est le nom de ces fameux mercenaires qui auraient capturé Mon Mothma. Donc il va envoyer Chewbacca aux trousses de ces scarabis. Mais ça va pas être simple. Bon, entre Kess Damron et Chewbacca, ils vont aussi demander l'aide à Lando lui-même pour aller les aider dans cette tâche, parce que Lando connaît bien les scarabis, donc ça serait cool de l'avoir dans la team. Donc bizarrement, le procès est en pause, et puis ils vont en mission à la rescousse de Mon Mothma. Évidemment, ils vont y arriver, donc ils vont récupérer Mon Mothma, pas sans avoir visité plusieurs safe houses du syndicat. Et voilà, donc tout est bien qui finit bien. Ils reviennent sur la base rebelle avec Mon Mothma un petit peu amoché, mais qui est prête à finir le procès. Procès qui va terminer avec donc un Lando qui sort un discours de malade. Le discours de Lando à la fin est épique à la Lando, hein, comme on a l'habitude. Donc c'était génial. Il y a aussi Sally, hein, qui va faire sa dernière... comment on appelle ça aussi? Moi, j'ai pas les mots techniques pour tout ce qui est procès. Donc là, son dernier plaidoyer, voilà, qui est excellent. Voilà, Après, les termes changent d'un pays à l'autre. Hein, donc, c'est peut-être pas les bons termes pour des Français, c'est pas les mêmes termes aux États-Unis. En tout cas, québécois, français, je crois que c'est les mêmes. Je crois que ça me dit quelque chose quand tu les mentionnes. Et donc, voilà, au final, le procès se termine. Lando est jugé, attention, coupable, mais va être sentencé à payer sa dette à l'Alliance rebelle, en fait, en bossant pour l'Alliance rebelle. Donc, tout est bien qui finit bien au final, mais il n'y a pas vraiment de changement, quoi. Il va continuer à bosser. Techniquement, s'il a une espèce de, genre des millions même de crédits à rembourser à l'Alliance, et il va devoir faire encore une fois du travail d'intérêt général pour pouvoir rembourser sa dette à l'Alliance. Voilà pour le résumé. Ouais, c'est ça, j'allais dire à un sursis, là, mais là aussi, c'est pas du tout la même terminologie en France. Je sais qu'à chaque fois qu'on entend des nouvelles judiciaires de France, on comprend absolument rien à ce que ça veut dire, parce que c'est pas du tout les mêmes. Même des mots peuvent ne pas valoir dire la même chose du tout. Entre autres, des sentences de sursis, c'est pas du tout la même chose au Québec qu'en France. Oui, ça, effectivement, ouais. Non, sursis, c'est pas du tout ce qu'il a là à la fin du tome. Ouais, c'est ça. Fait que bref, Lando qui s'en tire quand même assez bien, puis de toute façon, il dit à son avocate, de toute façon, moi, je suis un rebelle. Fait que la sentence lui va très bien, là, dans le sens, elle discute comme si elle a perdu, ou en tout cas, elle a sauvé les meubles, mais lui, dans sa tête, c'est ça. Maintenant, c'est un rebelle, donc il n'y a pas de problème à purger, entre guillemets, cette sentence-là. On sait qu'il va devenir général de toute façon d'ici le retour du Jedi. Écoute, peut-être rappeler avant d'aborder le scénario que Charles Soule, avant d'être écrivain, c'est un avocat. Hein, donc, c'est vrai, tu fais bien de le mentionner. Il fait plaisir avec cet arc-là de procès. Sur le principe, par contre, on pourrait peut-être dire que est-ce que c'est le bon médium, un comics de Star Wars pour un procès? Je sais que les Américains sont fanatiques de procès, puis d'émissions et de films sur des procès, hein, puis c'est très, très médiatisé aux États-Unis. Faut avouer ici, moi, j'étais un peu décontenancé, un peu comme tu disais, là, quand ça sortait un par semaine, l'année dernière. Ouais.
En plus, même au niveau des couvertures, tu t'attends quand même, tu sais, en un, c'est Vador, alors que Vador ne sera pas dans ce numéro-là du tout. C'est bizarre. Tu t'attends vraiment à de l'action. Bon, il y a la prise d'otage, entre guillemets, le kidnapping de Mon Mothma et son sauvetage. Au-delà de ça, c'est vraiment des petites péripéties mis dedans qui ajoutent un peu d'action. Mais c'est ça, l'aspect procès dans un comics, c'est ça. Je suis pas sûr que le lecteur de comics Star Wars, c'est ça qui s'attend quand il achète un comic Star Wars. On va se limiter à ça. Sinon, ben, c'est un choix. Un choix de l'auteur. Comme je disais, c'est un avocat, donc il s'est fait plaisir. Écoute, comment tu as trouvé cet arc-là de 4 numéros, toi qui justement disais que tu avais trouvé ça plus digeste là, d'un seul coup en album complet? Ouais, mais complètement. J'ai beaucoup plus apprécié cette relecture-là. Bon, j'avais des souvenirs encore du procès. J'aime beaucoup en fait le personnage de Sally qui nous introduisent dans ce tome-là. Je trouve que son introduction est ultra stylée. J'aime beaucoup son côté très sassy. Elle a vraiment, enfin, c'est une avocate, tu me diras, mais elle a vraiment ce ton, cette espèce de ton toujours pince sans rire, quoi, qui me plaît énormément. Elle arrive direct, par exemple, elle arrive sur la plateforme. Et puis on lui dit, tu peux aller rencontrer Lando pour commencer à travailler sur le cas. Elle dit non, on peut commencer direct le procès, je suis bien, là, je suis préparé. Donc elle a aussi l'espèce de droïde qui s'appelle 3L, qui est relativement sympa aussi, j'aime bien. J'aime bien son design, parce qu'il n'y a pas vraiment d'importance. Donc ouais, et en fait, comme tu dis, il y a pas mal de rebondissements au sein même du procès. Tu vois, tu as Lando qui va se faire, qui va réchapper à une tentative d'assassinat. Il y a le fameux kidnapping. Alors tu me diras, ça fait un peu... Alors déjà, le côté procès en plein milieu de l'épisode 5 et 6, entre l'épisode 5 et 6, je trouvais ça un peu bizarre. L'Alliance n'a peut-être pas le temps de faire un procès pour un gars qui a quand même prouvé quelque chose, quoi, depuis sa trahison dans l'épisode 5. Mais pourquoi pas, quoi, pourquoi pas. Et voilà, tout ce qui est kidnapping de Mon Mothma, même si c'est ultra gros. J'ai bien aimé les antagonistes, je les trouve très stylés, j'aime beaucoup leurs costumes, les espèces de planeurs qu'ils ont. Sur la planète aussi, une espèce de planète avec des espèces de bulles, là. Je trouve ça très très stylé, très joli, graphiquement. Des décorations de Noël un peu, là. C'est comme des joli. boules accrochées dans le vide dans un canyon. Là. Ouais, non, c'est très très sympa. Donc voilà, non, j'ai bien aimé. Et grâce notamment à Sally. Hein. Sally, c'est vraiment le personnage du procès. Et pareil, Krix Madin aussi m'a surpris parce que c'est un personnage très très mis au second plan, au troisième plan même. Et là, c'est vraiment l'antagoniste. Hein. C'est lui, il veut buter Lando, il veut le. Oui, lui, c'est peine de mort. Et même Akbar aussi. Akbar aussi, vraiment pas une position d'un ami là, de Lando ou quoi que ce soit. C'est vraiment la hiérarchie militaire. Puis Madin, on l'avait eu très légèrement par exemple, dans des arcs précédents, mais pas à ce point-là. Fait que c'est vrai que c'est intéressant. Là, pour ceux qui n'ont aucune idée de qui on parle, c'est un personnage dans le Retour du Jedi, là, un haut gradé rebelle qu'on voyait dans les séquences de préparation de l'attaque d'Endor. C'est ça. Qu'on voit à l'écran là, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. Fait que voilà, moi écoute, dans ce que tu n'as pas mentionné, je mentionnerai l'équipe de Kess Dameron là, dans le positif. Moi, c'est un personnage que j'ai très vite adopté. Lui et c'est Pathfinder, hein, qui est un peu une escouade d'élite de rebelles, mais de rebelles, comment dire, ici on dirait l'armée de terre, là, mais bref, c'est ça, des commandos au sol, là, toujours des missions extrêmes et très, très dangereuses. Donc, c'était cool de le retrouver. Pour rappel, ceux qui n'auraient pas fait le lien, c'est le papa de Poe Dameron, du futur Poe Dameron. Sinon, quoi qu'elle a rendu à cette date-là, il est né déjà Poe Dameron? En tout cas, je me souviens plus, j'ai un petit lien dans la chronologie. Sinon, écoute, comme je disais, moi, le procès peut-être un petit peu long dans une série, un peu d'action quand même, Star Wars. Et puis, le personnage est très, très sympathique, comme tu dis, l'avocate, mais c'est ça, peut-être un peu trop quand même de blabla versus la série, on va dire. C'est pas comme si ça avait été une mini-série dédiée à ça. Là, ça s'insère dans la long-going Star Wars, qui est censé être un comics d'action. Donc, peut-être à ce moment-là, j'aurais réduit à 3, même à 2 numéros. Quoique là, on aurait dit, c'est un procès expéditif à ce moment-là, si c'est trop court. Mais je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'à ce moment-là de la chronologie, la rébellion a autant de temps à perdre à faire un relativement long procès? Là? Bon. Et il mentionne, hein, on n'a pas le temps, plusieurs, Madin ou Akbar, je ne sais plus, qui mentionnent le temps limité qu'ils ont. Par contre, mais, tu vois, niveau blabla, alors oui, le procès est peut-être long et un peu verbeux, même si moi, encore une fois, je n'ai
pas vu passer encore une fois, vu en tome. Par contre, le seul passage que j'ai trouvé un peu longué, c'est le moment où tu as Mon Mothma qui va discuter avec la chef là, des mercenaires. Là, j'ai pas très bien compris pourquoi elles se mettent à discuter, pour qu'au final, elles se fassent buter par un de ces sous-fifres. Là, le coup de la pêche avec Mon Mothma, un peu les origines de Mon Mothma. Ça, par contre, j'ai trouvé ça chiant, je t'avoue. J'ai pas accroché à cette partie-là. Mais peut-être parce qu'il fallait que je lise vite pour l'émission aussi, donc peut-être. Je sais pas. Non, je suis assez d'accord. L'apport dans tout ça, c'est un peu de background à Mon Mothma. Voilà, c'est léger, et puis sans plus. Voilà pour cette partie-là. Et donc, on va finir sur donc, le petit Free Écoute, pour l'arc précédent, on a abordé l'aspect graphique en même temps. Donc on peut peut-être parler du travail de... Je cherche son nom, là, c'est... Musa Bekov. Musa Bekov. Écoute, moi, je dirais que c'est le summum dans cet album-là. Vraiment, j'ai beaucoup aimé son dessin, sa plume. C'est de toute beauté. Fait que content d'entendre qu'on va l'avoir sur la série Jedi Knight. C'est ça que tu disais tout à l'heure? Oui, c'est ça. C'est cool. Hein. Très cool. Ouais, parce que, par contre, si on l'avait eu beaucoup auparavant, mais non, justement, en intro, c'est quand on faisait un petit peu le listing. Non, il n'a pas fait grand-chose. Hein. Il a fait le dernier numéro de Yoda, le numéro 10, qui nous avait beaucoup plu. Il a fait 2-3 trucs aussi, mais c'est vraiment des numéros. Mais moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est à quel point, là, dans un sens, c'est le 3e dessinateur de cet album-là, et il y a une continuité. C'est sûr qu'il y a la couleur de Rachel Rosenberg qui aide, mais même dans le style de dessin, c'est 3 styles qui vont très bien ensemble. Et tu mentionnes, tu sais, quelqu'un qui ne porte pas attention, justement, le nom des artistes, peut-être s'en rendra même pas compte, là. Non, c'est vrai. Les changements de dessinateur, tellement que c'est semblable, mais vraiment, clairement, c'est lui qui est au sommet là, dans cet album-ci. Oui, complètement. J'aime beaucoup la planète, par exemple, la planète où justement le groupe de caisses se trouve avec Lando, là. Cette espèce de canyon, mais ultra stylisé, qui part dans tous les sens, comme ça, c'est magnifique. Très beau décor aussi. Des bonnes scènes d'action, elles sont très dynamiques, ces scènes d'action. On sent les impacts, on sent le mouvement et tout, c'est super. Vraiment, Musa Bekov, faudra le suivre, hein, ce gars. Sinon, écoute, on conclut avec le Free Comic Book Day inséré à la toute fin. Et voilà, donc un petit résumé vite fait. Donc ça va être vite fait, hein, donc parce que le récit s'appelle, c'est quoi le titre? Retour à Baseko. Voilà, Retour à Baseko. Et comme c'est le bazar dans mes notes, je trouve plus le résumé qui est là. Voilà. Donc comme son nom l'indique, nos héros, donc Luke, Leia, Lando et Chewie vont retourner sur la Baseko de Hoth en Faucon Millennium. Apparemment, certains rebelles seraient encore sur place et ont envoyé un signal de détresse. Donc, ils se retrouvent dans la Baseko face à un groupe d'impériaux qui, eux aussi, étaient restés sur place. Donc, grosse baston. Nos héros vont récupérer les rebelles, évidemment. Les impériaux vont les poursuivre dans une tempête de neige à l'extérieur. Et donc, les rebelles vont s'abriter dans une caverne, alors que on verra à la toute fin que les impériaux, eux, ont été morts gelés à l'extérieur. Ils n'ont pas réussi à trouver un abri avant la tempête. Et donc, ils se sont retrouvés complètement gelés. Et voilà. Oui, on ajoutera en fait que c'est l'officier impérial qui voit ça comme une punition, d'être stationné sur Echo là, en attendant des possibles rebelles qui pourraient revenir. Et là, quand il s'en pointe enfin, il va être tellement obstiné à les poursuivre, même si ses troupes lui disent non, c'est trop froid, la tempête, tout ça, là, on ne peut pas continuer. Lui va s'obstiner et va en payer le prix, va en mourir. Et pour ce qui est de la grotte, que les rebelles se réfugient, c'est la fameuse grotte que Luke avait été capturé par un Wampa dans l'Empire contre-attaque au tout début, parce que c'est ça, il retrouve le bras. Hein, on voit, ceux qui nous écoutent à l'écran, on voit Chewbacca qui tient l'énorme bras de Wampa. Hein. On oublie à quel point c'était énorme là, quand même comme créature. Ouais. Bref, ça va leur faire un petit peu de viande. On peut supposer qu'à la température qu'il fait, la viande est restée gelée, donc elle est encore comestible. Mais voilà, ça va leur faire un petit repas. Et c'est ça, j'ai trouvé ça très, très bien, ce petit retour sur Hoth, même si, ça reste purement filler, mais tu sais, c'est le Free Comic Book Day. Là, donc, 90% peut-être du lectorat ne lira pas ce numéro-là, parce que c'est vraiment à part. Là, ça sort, au travers de plein d'autres séries, là, de Tortue Ninja, Marvel, à ce que tu voudras là, dans le Free Comic Book Day. Fait que non, c'est ça, j'ai trouvé ça quand même très, très bien comme petite aventure filler. Là. Puis le fait de retourner sur Hoth pour chercher des rebelles qui sont restés cachés, écoute... ça fait sens, ouais. Ouais, c'est ça. Faut se dire que ça fait, chronologiquement, nous, on a l'impression que ça fait longtemps, mais dans un sens, là, ça fait quand même pas si longtemps que ça.
Pour rappel, une poignée de mois maximal. Oui, voilà, quelques an entre les deux. Donc, voilà. Chapeau au scénario. Puis pour ce qui est, je ne sais pas si vous voulez ajouter de quoi sur le scénario. Là, non, non, tout pareil, non, j'ai rien du tout à rajouter. Par contre, mea culpa sur le dessinateur, Ibrahim Robertson qui fait donc ce numéro Free Comic Book Day, c'est lui qui a fait Yoda numéro 10. C'est pas Musa Bekov. Ah, ok. Musa Bekov, c'est Obi-Wan, pardon. OK. Dans ce cas-ci, j'ai trouvé ça magnifique. Tu as montré des images à l'écran tout à l'heure, entre autres de la grotte, là, mais puis entre autres la finale, là, où est-ce que c'est les impériaux gelés là, dans leur fameux appareil de transport. Là. Pour rappel, ça, cette espèce d'appareil-là, c'était un jouet, Kenner des années 80, là, qui avait été introduit dans le canon via la série Rebels. Donc, c'était la première fois que c'était apparu vraiment. C'était purement un jouet là, de Kenner. Mais ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça quand même assez magnifique. Là. C'est peut-être le dessinateur sur les 5 de cet album-là qui se différencie le plus. Oui. Mais regardez ceux qui ont l'image à l'écran. C'est dynamique. C'est magnifique. Tout est. Il n'y a pas de comment dire, de planche où tu te dis, OK, il est allé plus vite, ou il a manqué de temps. Tout ça, non, tout est travaillé, tout est magnifique. Fait que, bref, voilà. Tu te rappelles, Mace Windu était aussi sur une planète enneigée. Hein. Et là, on voit la différence. Hein, là, c'est le détail et tout. C'est magnifique. C'est photoréaliste. Donc, Ibrahim, on avait dit sur Yoda, il a fait qu'un numéro, mais il nous avait marqué. Et c'est un nom à retenir. Vraiment, j'espère qu'il reviendra dans Star Wars. Excellent, Jean. Sinon, il y a les couvertures qu'on n'a pas abordées. Rapidement, écoute, j'ai montré au fil de l'épisode, là, je peux les remettre à l'écran, là, les originaux, on va dire, donc du 42. D'ailleurs, la tête du site sur celle-là, je dois le dire, moi, ça me faisait beaucoup penser à Dominotag là, dans la série Afra. C'est vrai, il y a quelque chose. Des petits détails. Là. 43, c'était le numéro retenu pour servir de couverture à l'album. Ensuite, du côté du 44, c'était Vador Jabba. On voit, c'est ça, Lando qui se tient la tête comme les choix difficiles qu'il y a eu à faire dans les arcs précédents. Le Stormtrooper, je trouvais très cool. Celle-là. La petite mission de sauvetage là, de Mon Mothma avec les Pathfinder. On voit l'espèce de le fameux rebelle qui est inspiré de Rex, là, de Capitaine Rex, puis d'un personnage dans le Retour du Jedi. Lando qui joue au sabac. J'ai trouvé le concept en tout cas très cool. Sinon, est-ce qu'il y avait des variantes que tu voulais nous montrer? Alors déjà, pour nommer, donc c'est Stephen Segovia qui a fait toutes ces régulières-là. Et en fait, il fait les régulières depuis le numéro 30 de Star Wars. Donc de 30 à 50, ce sera lui qui aura fait toutes les régulières. Et donc là j'avais des variantes, c'est sympa parce que Tom en VO les a toutes. Bon, il y en a pas mal en miniature. Il y en a une seule en pleine page et je vous la montre parce que c'est la plus belle, elle est magnifique. C'est le fameux Castlevania Dracula Emo. Tac. Donc voilà, donc je trouve ça magnifique. C'est superbement dessiné avec ces espèces de. Alors c'est deux chiens qu'on voit pas du tout dans le. Ou je me rappelle pas les voir dans le tome, hein, ça me dit rien en tout cas. Moi non plus. C'est Bjorn Barents qui fait la couverture, c'est magnifique. Les autres variantes, je vais pas vous les montrer parce qu'il y a beaucoup, moi j'appelle ça des hors-sujets. Il y a énormément de. Alors, il y a des très très belles variantes de la série, les 10 ans de l'anniversaire de la série Rebels. C'est superbe, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit en ce moment. Donc c'est dommage, mais c'est dommage parce qu'elles sont vraiment très très belles. Et voilà, donc après, à part celle-là, la 42 variante par Bjorn Barents, les autres sont pas vraiment notables. On va dire, il y a beaucoup aussi les fameuses action figure variantes là. Je ne sais pas s'il y en a qui apprécient ce genre de truc. Comme les boîtes Kenner de figurines. Ouais, voilà, donc ça c'est un peu limite. Et puis c'est emmerdant. Là, je ne vous les montre pas parce qu'elles sont un peu dispatchées un peu partout dans le tome. Elles sont pas genre tout à la fin. C'est genre entre deux numéros, il y en a quelques-unes, donc ça va être compliqué de les retrouver. On n'a pas trop de temps. Je peux remontrer à l'écran celle du Free Comic Book 2 qui était quand même très belle par Phil Noto. Là. Bon, moi, je suis un fan de Phil Noto. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas son style, mais avec moitié visage de Vador et moitié visage de Luke. Donc, on trouve ça très cool. Super cool. Ouais. Voilà. Et donc, on va finir avec une petite note. Quelle note tu mettrais à ce tome-là, Francis? Ouais, écoute, je crois que je vais remonter au niveau du premier numéro de cette série-là, donc à un 15 sur 20. Donc, c'est ça, entre autres, côté graphique, je trouve qu'on est très, 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 très bien servi dans cet album-là. Côté scénario, je l'ai mentionné au fil de l'épisode d'aujourd'hui, là. Je suis pas certain, en fait, surtout de l'atteinte de la cible. Le public cible, le procès,
Fait que c'est ça. Sinon, j'avais toujours donné des notes un peu plus basses aux autres numéros là, depuis, entre autres là, à cause des événements là, insérés. Puis bon, c'est vrai, hein. C'est que ça a baissé un petit peu la note, les événements, effectivement. ouais, Bah écoute, un peu comme toi, moi, ça varie entre 15 et 16, quoi. Là, j'ai mis un 16. Les 2 arcs m'ont plu, encore une fois, les 2 bonus m'ont plu. Ça me transcende pas non plus, hein, tu vois, mais c'est dommage, tu vois, moi j'aurais préféré avoir plus de Luke, chercher voilà, la force et les cristaux, tout ça, que Lando et son procès, mais bon, j'aurais préféré une balance inverse, on va dire. Mais bon, Ouais. quand même, bon, 16 sur 20, c'est quand même pas mal, c'est pas mal du tout pour ce tome-là. Donc on vous le conseille, hein, ça change, hein, ça fait deux comics qu'on avait un petit peu descendu. Puis là, ça fait du bien de revenir dans la qualité, on va dire. Ouais, tout à fait. Et écoute, et puis on peut tout de suite transitionner avec les épisodes à venir. Oui. Donc, justement, le prochain comics à sortir en février, ça va être celui de Dark Vador. Ça va être le final, donc numéro 9. On n'a pas de date après pour le Star Wars. Il va rester un Star Wars, comme on disait, de 3 numéros là, à sortir. Et sinon, plus tôt que ça, là, probablement que notre prochain épisode de littérature va être celui sur l'audiodrama, comme on disait en intro tout à l'heure, Tempest Breaker. Donc, je crois, Jean, qu'on va être bon pour faire ça peut-être fin janvier, début février. Donc, voilà. C'est Ok. les deux prochaines émissions. Sinon, ben, comme on disait, Skeleton Crew va être fini au moment que cette émission-ci va être diffusée. On ne sait pas, là, l'équipe a toujours d'autres épisodes. Je sais qu'il y a un épisode spécial un peu FAQ, si on peut dire, là, donc qui s'en vient, là, des questions posées à l'équipe. Entre autres, je crois que ça va être Danny et Seb qui vont faire ça, donc pour l'anniversaire. C'était pas l'émission surprise, fallait peut-être pas le dire, je sais pas. C'était la surprise, je viens de gâcher la surprise. Et sinon, Star Wars en direct participe chaque année au Star Wars Podcast Day, là, bref, en février. Donc, c'est ça. Ça va être pas mal ça dans les prochaines émissions. Ok, eh bien écoutez, bon, on a tout bon, on a tout fait, check. Donc c'est avec ces critiques, ma foi, bien plutôt positives, hein, qu'on va conclure cette émission de Star Wars Littérature, Star Wars en direct littérature. Comme toujours, petit rappel, réseaux sociaux, si ce n'est pas déjà fait, rejoignez-nous sur Facebook, Instagram, Discord, Blue Sky, Thread. Est-ce que j'en ai oublié? Je sais plus. Est-ce qu'on affiche ouais, moi je m'y perds un petit peu, mais on invite. X, pardon, X. Ouais, X, effectivement. Donc, venez discuter, entre autres, sur le Discord, là, les différents sujets. Et sur YouTube, essayez de penser au pouce, au partage, des choses comme ça, les commentaires. Donnez-nous votre avis de cet album-là ou de la série en général, Star Wars. Ça fait une énorme différence au niveau des algorithmes. Et notes et commentaires sur les applis de podcast aussi, Apple Podcast, Spotify, tout ça, ça fait toujours plaisir. Voilà. T'avais autre chose à rajouter, Francis? Non, écoutez, je te laisse conclure, Jean. La dernière, je crois que c'est le dernier épisode qu'on a fait. Non, c'est l'autre d'avant. La dernière, c'était toi qui animais, c'est ça. Là, t'as eu un petit peu de misère à la fin. J'avais trouvé ça très drôle. C'était drôle. C'est vrai qu'à la réécoute, j'ai rigolé également. Mais là, je l'ai. C'est de la part de toute l'équipe, de Francis, de moi-même. Merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars depuis près de 25 ans. Et que la force soit avec vous.